Lumière. 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 Lumière sur le site archéologique du Chiron-Fauché avec Romain Storail, doctorant au laboratoire Artéis à Dijon. Je vous invite à nous suivre dans un voyage à travers le temps et les ruines. Notre guide, Romain Storail, doctorant en archéologie rattaché au laboratoire Artéis à Dijon, qui vient de terminer une seconde campagne de fouilles sur le site du sanctuaire antique du Chiron-Fauché à Ardins dans les Deux-Sèvres. Depuis 2023, ce sanctuaire révèle peu à peu ses secrets grâce aux fouilles intensives réalisées par les archéologues. De la découverte de fragments architecturaux aux traces des activités religieuses de l'époque, chaque campagne de fouilles apporte son lot de découvertes qui nous aident à mieux comprendre la vie et les rituels de nos ancêtres autour de ce lieu sacré. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, vous avez dirigé 2 campagnes de fouilles sur ce site archéologique et va bientôt débuter la 3e en 2025. Mais à quoi ressemblent ces vestiges? Que nous apprennent-ils et que cachent-ils encore? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour commencer, Romain, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est le sanctuaire du Chiron-Fauché? Alors, le sanctuaire du Chiron-Fauché, c'est un lieu de culte antique de la période gallo-romaine. Et justement, ce sanctuaire-là, il est situé en plein cœur du territoire picton, c'est-à-dire à l'emplacement du Poitou actuel. Et ce peuple picton, c'est le peuple, en fait, comme il y en a à peu près partout en Gaule, qui structure le territoire. Et ce sanctuaire-là, il a justement une particularité, c'est qu'il est périurbain, c'est-à-dire qu'il marque la périphérie sud d'une agglomération antique d'une 50aine d'hectares. Alors cette agglomération, c'est pas une ville, c'est une sorte de gros village avec des édifices publics et des quartiers d'habitat. Et ce sanctuaire-là, il est connu depuis tout récemment, depuis 2015. On l'a découvert sur des photographies aériennes de l'IGN. Alors comment on trouve un site archéologique sur les photographies aériennes, justement sur ces cartes géoportail? En fait, c'est à cette période de l'année, justement en mai-juin, quand les céréales sont en pleine croissance. Il y a une série de photographies aériennes qui a été prise et on peut voir justement des anomalies puisque cette parcelle a été plantée en luzerne et la luzerne a la particularité d'avoir des racines profondes qui justement descendent profondément dans le sol et quand elles rencontrent un obstacle comme des fondations, des murs, elles sont justement stoppées. Du coup, le céréal est plus jaune, moins haut. Et donc, et justement, depuis le ciel, on peut voir des anomalies qui se dessinent et on a pu voir des lignes jaunes qui marquent l'emplacement des murs. Et ainsi, à partir juste de ces photographies aériennes, on peut identifier le site comme un sanctuaire. Et donc, il n'y a jamais eu de fouilles sur cette agglomération-là. Et on a commencé justement les fouilles sur ce sanctuaire comme c'est un lieu de mémoire pour essayer de trouver des éléments chronologiques. Et on a pu justement mettre en évidence 3 sanctuaires au même endroit. Alors pas 3 sanctuaires contemporains, mais 3 états d'un même sanctuaire, qui est occupé de la fin du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire juste après la conquête romaine, et jusqu'au début du 2e siècle, c'est-à-dire juste avant la christianisation des Gaules et la fin des cultes païens. Alors, la campagne de 2024, elle s'est concentrée sur une partie précise, en fait le tiers méridional du sanctuaire. Quelles ont été les principales découvertes à cet endroit-là? Alors, la campagne de fouilles 2024, elle a été totalement orientée par la première campagne de fouilles de l'année dernière. Et cette première campagne de fouilles en 2023, elle a permis d'ouvrir une petite fenêtre d'investigation, 400 mètres carrés à peu près, et qui a ciblé la partie centrale du sanctuaire, qui est le temple, et l'entrée principale du sanctuaire. Et à partir de cette fouille-là, on a pu évaluer un petit peu le potentiel du site, son état de conservation, comment les sanctuaires antérieurs étaient conservés. Et justement, on a pu avoir au moins les grandes lignes de la structure du sanctuaire. Et à partir de ça, pour cette seconde campagne, on a fouillé la moitié sud, c'est-à-dire on a fouillé le mur qui délimite l'aire sacrée du sanctuaire, qui s'appelle le mur Péribole, qui est associé à une galerie un petit peu comme un cloître, avec un sol maçonné, des colonnes qui font tout le tour de cette cour, et des petits pavillons d'angle qui sont des espaces annexes, des petits bâtiments, et surtout un grand dépotoir qui se trouve en extérieur du sanctuaire, et qui est justement le lieu de rejet de tous les objets qui sont utilisés durant les cérémonies, les activités à l'intérieur du sanctuaire. Alors justement, en parlant d'objets, il me semble que vous avez trouvé de la céramique, du métal, du verre et même de la faune.
Comment ces éléments peuvent vous aider à comprendre la vie religieuse et les pratiques rituelles de l'époque? Alors c'est très compliqué de comprendre ces activités-là et ces cérémonies puisque tous les objets qui sont associés à ces activités, on les trouve pas en position primaire, c'est-à-dire dans le banquet et en offrande, on les trouve dans les poubelles, c'est-à-dire quand ils ont fini leur cérémonie dans la cour du sanctuaire, qui est une cour en terre battue, ils ratissent tout. On a trouvé une 50aine de pointes de râteau, c'est le plus grand corpus de pointes de râteau de Gaulle, mais justement ils laissent pas de céramique, ils laissent pas de faune. Ils mettent ça dans des brouettes et ils rejettent ça à l'extérieur du sanctuaire. Et en fouillant ça, on peut isoler des catégories de mobilier. Alors justement, il y a le verre, on a plein de formes de récipients, des petites bouteilles en verre. On a beaucoup de céramique parce que ils consommaient du vin, peut-être des choses qui nous échappent, mais beaucoup de liquide, beaucoup de nourriture. On a beaucoup de pots de cuisson, des plats, des mortiers pour broyer les aliments et même des amphores aussi pour le transport du vin. Et surtout, on trouve beaucoup de restes de faune, des ossements animaux, qui sont le résultat des sacrifices et qui sont opérés dans le sanctuaire devant le temple. Et on trouve du bœuf, du mouton, des oies, des chèvres, enfin plein d'animaux différents. Et ça permet de voir un petit peu les proportions d'animaux qui sont sacrifiés justement dans ces cérémonies-là. Mais pour les cérémonies en soi, on n'a pas de traces écrites, surtout au fin fond des campagnes gauloises comme ça. On n'a pas de détails là-dessus. On peut les avoir justement en négatif à partir de ce qu'on retrouve, mais on peut pas avoir on peut pas documenter tous ces rituels. Et tous ces objets-là, ils sont dans quel état aujourd'hui? Alors ils sont en très mauvais état parce que les sols sont un peu acides, alors ça a pas mal rongé les os. La céramique aussi est très fragmentée parce que justement ça a été déposé en offrande, alors c'est cassé, ensuite ça a été ratissé, ils ont tout, ça a été transporté, alors on a que des petits morceaux qu'on peut remonter et ensuite c'est étudié, on peut remonter des formes céramiques pour ensuite pouvoir dater ce dépotoir, pouvoir justement documenter le faciès céramique de cette période-là sur ce sanctuaire. Mais c'est des éléments qui sont très fragmentés, que ce soit pour le métal aussi et pour le verre surtout aussi parce que c'est très fragile et toutes les catégories de céramike sont en assez mauvais état. Vous les remontez sur le terrain ou au laboratoire? Tout repart au labo Arteis justement à Dijon. Ensuite, on a les spécialistes qui viennent traiter chaque catégorie de mobilier, chaque spécialiste a son domaine d'étude, et on a toute une équipe ensuite qui travaille après la fouille sur ces aspects-là du mobilier. Alors, en plus de tous ces objets-là, vous avez retrouvé sur ce site, je crois, plus de 600 fragments d'éléments architecturaux décorés. Cela vous permet-il d'imaginer l'édifice tel qu'il était à l'époque antique? Comment il était décoré et quelles couleurs étaient utilisées? Justement, pour les couleurs, on sait que dans le monde romain et grec, tout était peint, mais nous on n'a pas retrouvé de traces de couleurs parce que là justement on sait que c'était peint évidemment comme dans tous les sanctuaires gallo-romains en Gaule, mais comme le sol est très acide, tout a disparu. Mais justement dans des sites similaires, on retrouve à peu près une vingtaine, trentaine d'éléments décorés, d'éléments architecturaux décorés. Alors là, l'aspect un peu exceptionnel de cette fouille, c'est qu'il y en a 600 et ça permet de reconstituer tout le décor, principalement du temple qui est l'élément principal du sanctuaire, de reconstituer ce décor de la base des colonnes jusqu'au toit du temple, en fait en passant par les colonnes, les chapiteaux, les corniches, les frises, le fronton, le tympan, tout ça. Et justement, on a un autre spécialiste, qui est pas au labo, qui travaille à Paris, mais qui va sur place parce qu'on peut pas tout déplacer. Alors c'est des mètres cubes de pierre, mais qui lui se penche sur cet aspect-là et qui justement va pouvoir tout analyser. Et à partir de tout ça, on va pouvoir proposer une restitution, une modélisation un petit peu de ces trois états du sanctuaire, surtout du dernier, puisque c'est l'état monumental du sanctuaire avec tous ses décors, alors que les deux états antérieurs sont un peu plus modestes. Il y a donc des restes d'un édifice religieux à cet endroit précis, mais j'ai envie de penser qu'il y a peut-être les restes d'autres édifices à d'autres endroits, non loin de votre site de fouille initiale? Alors oui, justement, la fouille, elle évolue dans le cadre un peu plus large d'un programme de recherche qui se concentre sur l'ensemble de l'agglomération antique d'Ardin, qui fait une 50aine d'hectares, comme je vous disais, au nord du sanctuaire. Et pour ça, on a commencé par des prospections pédestres, c'est-à-dire que j'ai un collègue qui a un GPS et qui parcourt les champs systématiquement avec des écarts de 2 mètres et qui signale tous les traces de vestiges antiques. Alors ça peut être des tuiles, des céramiques, tous ces éléments mobiliers. Et ensuite,
Quand on a relevé tous ces points-là, on peut faire des cartes de répartition pour documenter les limites de l'agglomération, les concentrations de mobilier, voir un petit peu comment l'agglomération s'étend. Et justement parce qu'on n'avait pas ces données spatiales-là. Et ensuite, à partir de ces données-là, on fait des prospections géophysiques. Alors c'est-à-dire que c'est un radar de sol qu'on passe, c'est comme un petit chariot, qu'on passe sur ces parcelles-là. Et ça permet de mettre en évidence les différences de matière dans le sous-sol. Alors on voit très bien les murs, les gros murs, les fondations, les choses comme ça. On voit aussi des fosses, des fossés. Et justement, c'est à partir de cette méthode-là qu'on a pu mettre en évidence un deuxième sanctuaire un peu différent, mais presque identique à celui qu'on fouille, qui est à 150 mètres au nord. C'est quand même assez curieux parce qu'on trouve jamais deux sanctuaires identiques au même endroit et qui ont l'air d'être assez contemporains de par la forme et justement leur morphologie. On a trouvé des termes publics qui sont aussi très typiques de ces agglomérations-là, avec justement on les a pas fouillés, mais à partir du plan on peut déjà les reconnaître en voyant les différentes cours, les différents espaces. Et on a trouvé plein de petites anomalies sur ces cartographies radars qui sont pas très nettes. On a des petites formes linéaires, peut-être des murs, des fosses, des choses comme ça, et ça correspond à des concentrations de mobilier en surface. Et donc c'est des quartiers d'habitat qu'on voit pas très bien comme des édifices publics, comme les sanctuaires, les thermes, mais qui sont construits en matériaux périssables, en terre, en bois, comme des bâtiments gaulois en fait, parce que même pour la période gallo-romaine, les habitants de la Gaule restent sur des modes de vie qui sont très similaires. En fait, ils changent pas du jour au lendemain après la conquête romaine. Ils habitent pas comme on imagine dans des grandes domus avec des mosaïques et des grands murs. Ils restent pour la majorité dans des habitats en matériaux légers. Et c'est pour ça que c'est très dur de les voir en prospection géophysique comme ça. Mais on peut au moins les documenter, et estimer leur superficie à partir des prospections pédestres. Sur le terrain, vous travaillez en général avec des étudiants et des bénévoles. Qu'apportent-ils particulièrement et comment ces fouilles participent-elles à la formation des étudiants ? Alors oui, justement, les chantiers de fouilles en France, ils sont divisés en deux catégories. Il y a les fouilles programmées comme nous, qui ciblent des sites justement dans un simple but de recherche et qui accueillent des stagiaires, des étudiants en archéologie. Et les fouilles préventives qui permettent de documenter et de conserver par l'étude les vestiges qui sont détruits par l'aménagement du territoire et qui là sont assurés par des archéologues professionnels et des salariés. Et justement, nous, dans ce cadre-là de fouilles programmées, on passe des appels à bénévoles sur le site du ministère de la Culture, c'est-à-dire que même des gens qui sont pas étudiants en archéologie peuvent participer et candidater. Et en majorité, nous, on a quand même beaucoup d'étudiants en archéologie parce que le reste de l'année, ils sont à l'université, ils ont la théorie. Et ensuite, ils viennent en stage sur des chantiers comme le nôtre. Et ils acquièrent des compétences justement pour évoluer sur un site archéologique et pouvoir travailler ensuite sur des fouilles préventives. C'est-à-dire qu'ils apprennent à faire des relevés, des plans, des coupes, à enregistrer tout ce qu'on trouve, le documenter, le décrire, prendre des photos, traiter le mobilier, les catégories de mobilier, tout ça, pour qu'ensuite, justement, ils puissent être autonomes et intégrer le monde du travail sur des fouilles préventives quand ils ont fini leur étude, leur licence, leur master. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de cette dernière campagne de fouilles ou même celle d'avant ? Une découverte en particulier ou peut-être un moment fort vécu sur le terrain ? Alors, cette année, on n'a pas eu de découverte exceptionnelle, mais l'année dernière, justement, c'était la découverte de 2 statues. Alors là, pour le coup, c'est encore plus exceptionnel que les éléments architecturaux, puisqu'on en trouve quasiment jamais sur des sanctuaires, comme les statues après au début de la christianisation sont détruites parce qu'on essaye d'évacuer les cultes païens. Mais là, on les a retrouvées dans les niveaux d'abandon du sanctuaire. Alors, ces 2 statues grandeur nature, taille humaine, en calcaire, et qui représentent les divinités tutélaires du sanctuaire. C'est-à-dire qu'on a retrouvé Mercure, qui est un des dieux les plus communs en Gaule, qui est associé au domaine économique en général, avec les marchands, les commerçants, l'argent, les bonnes récoltes. C'est le dieu en fait qu'on va voir pour avoir des bonnes affaires, de la prospérité, toutes ces choses-là. Et une autre divinité qui est associée à Mercure, qui est une divinité féminine qu'on n'a pas nettement identifiée, mais qui est associée à l'abondance aussi, la fertilité, toutes ces choses. Alors on imagine que c'était des artisans, des agriculteurs qui venaient, qui déposaient des offrandes pour avoir des bonnes récoltes et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ces découvertes-là, c'est assez marquant parce que sur le terrain, on n'est pas habitué à trouver ces choses-là. Et comme on disait avec des collègues, ça arrive peut-être une fois dans la vie d'un archéologue. Enfin là, c'est arrivé 2 fois dans une même campagne de fouilles, et c'est plutôt chouette. Romain, vous êtes aujourd'hui donc doctorant en archéologie et dirigez des fouilles menées par une équipe d'une 30aine de personnes, je crois. C'est vraiment pas rien. Comment vous en êtes arrivé là ? Quel a été votre parcours ? Et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir archéologue ?
Alors c'est un peu long et fastidieux, mais c'est pas que universitaire justement. J'ai commencé l'archéologie quand j'étais au lycée, parce qu'il y avait une asso d'archéologues bénévoles qui était à côté de chez mes parents, à Sainte-Bazeille dans le Lot-et-Garonne. Et c'est une asso qui a vu le jour dans les années 70, quand il y avait tout un réseau d'assos d'archéologues bénévoles qui faisaient des fouilles de sauvetage avant qu'il y ait les instituts et les organismes qui font aujourd'hui les fouilles préventives pour documenter les vestiges avant qu'ils soient détruits. Et voilà, cet assaut-là, elle est encore en activité, même s'il faisait plus d'opérations archéologiques. Et justement, de fil en aiguille, il y a un archéologue, un professeur de l'université de Bordeaux, Alain Bouet, qui fouille un sanctuaire à Villeneuve-sur-Lot à côté. J'y suis allé, il m'a dit, si je peux faire de l'archéologie, il y a une licence d'archéologie à Bordeaux. Et après, je me suis inscrit, j'ai fait une licence d'archéologie à Bordeaux. Ensuite, j'ai continué à Dijon en master. Et en master, c'est là que j'ai commencé à travailler sur les agglomérations antiques du Poitou. Et on a commencé avec deux camarades, Pierre Dehan et Antoine Nourry, des camarades de promo, à faire ces prospections Ardin. On a commencé tout simplement à relever les vestiges en surface, comme je vous disais, à faire des prospections géophysiques. Et ensuite, comme ça s'est bien passé, justement, il y avait beaucoup de choses à faire. Avec mon professeur de thèse, justement, de Dijon, Pierre Nouvel, j'ai décidé de poursuivre en thèse et de continuer ces fouilles-là en investiguant un peu plus le site avec ce programme de recherche. Vous avez peut-être un message à passer pour celles et ceux qui hésiteraient à pousser leurs études à votre niveau? Alors pour l'archéologie, je parle de ce que je connais, du coup ça peut être rebutant parce qu'un travail de thèse, ça peut paraître comme très solitaire. Il y a ce travail de rédaction, d'analyse, tout ça qui se fait souvent seul, mais il y a tout ce côté aussi de travail en équipe et de collaboration qui est super intéressant et qu'il faut pas laisser de côté, justement comme cette fouille, comme les programmes de recherche autour, où justement ce qui est intéressant c'est de travailler tous ensemble, où chacun a sa spécialité, et de pouvoir échanger là-dessus et de faire évoluer, comme justement l'archéologie c'est une science toute neuve et toute jeune. On peut innover du point de vue de la méthode, il y a plein de données à acquérir très facilement, hein, comme par le biais de prospection, de fouilles partout, il y a des sites archéologiques, il y en a partout en France. Et donc il y a encore tout qui reste à faire, et c'est ça qui est quand même assez intéressant pour cette discipline. Rapidement, après la campagne de 2025, que pouvons-nous vous souhaiter? La soutenance de votre thèse et l'obtention de votre doctorat, bien sûr, mais après? Alors, la soutenance de thèse, c'est dans un moment parce que je suis en première année de thèse et justement là, ça sera plus pour 2027-2028. Alors déjà, je me concentre là-dessus, mais après, il y a plein de possibilités comme en archéologie, il y a plein de champs divers et variés. Alors, il y a le ministère de la Culture, il y a l'université, les fouilles préventives, les organismes de fouilles préventives, le CNRS. Alors, tout ça, ça a l'air très intéressant. Alors, il faudra choisir, mais bon, choisir, c'est renoncer, alors c'est difficile. Merci beaucoup Romain de nous avoir partagé vos découvertes. Nous allons suivre donc la 3e campagne de fouilles de très près. À très bientôt. C'était Lumière sur le site archéologique du Chiron-Fauché avec Romain Storail, doctorant au laboratoire Artéis à Dijon.